Alain Boublil, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier le nouvel État stratège. Je rappelle, Alain Boublil, que vous êtes économiste, que vous avez été conseiller économique de François Mitterrand de 81 à 1988. Vous avez été directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances. Vous avez été également directeur général adjoint de Framatome. Et vous êtes aujourd'hui consultant de votre propre société, AB2000, qui conseille des grandes entreprises. Alors, ce thème de l'État stratège, ce n'est pas pour vous une idée nouvelle. Je me souviens que vous avez publié en 1977 Le socialisme industriel, qui a été un petit peu la Bible des années 80, où vous preniez un interventionnisme massif pour restructurer l'industrie française. Qu'est-ce qui a changé depuis? Deux choses. D'abord, l'industrie a été restructurée et ensuite le monde a changé. Donc, les données et le contour de l'action publique doivent être radicalement différentes et c'est le sujet du livre qui fait la synthèse de mes deux expériences que vous venez de rappeler, celle à un certain niveau de l'État et puis celle auprès des grandes entreprises qui m'ont appris de l'intérieur quelles sont les connaissance concrète du monde des entreprises. D'abord la connaissance concrète et ensuite les défis auxquels elles sont confrontées dans un monde qui a changé. Alors, malgré tout, les Français attendent toujours tout de l'État et on se souvient de la fameuse phrase de Lionel Jospin qui lui a coûté si cher, « L'État ne peut pas tout ». Qu'est-ce que peut l'État aujourd'hui? C'est-à-dire que l'erreur dans cette phrase, c'est d'imaginer que précisément les Français attendent tout de l'État. Ils ont tort de tout attendre de l'État. Les principaux responsables des déséquilibres que nous connaissons sont les agents économiques. Et la mission de l'État est de corriger ces déséquilibres. Donc, dans cette action de correction, il doit être cohérent. Et comme il ne l'est pas toujours, c'est pour ça qu'il doit devenir ou redevenir un État stratège. Oui, alors on va revenir à ce thème central, l'État stratège, mais encore une fois, je voudrais reformuler ma question. Pourquoi les Français attendent tout de l'État, ce qui n'est pas le cas des Américains, ce qui n'est pas le cas des Allemands? Mais c'est notre histoire. Écoutez, nous ne pouvons renier ni Colbert ni le nôtre. Colbert, il fonde une entreprise, ce qui est tout à fait nouveau pour un État, et le nôtre, dans les jardins, il montre la puissance de l'homme et de l'État, puisque c'est l'État qui commande. Et qui ordonne. Et qui ordonne pour dominer la nature. Et nous sommes des adorateurs de le nôtre, et nous avons un grand respect pour Colbert. Donc la relation entre les Français et l'État est radicalement différente, c'est notre culture, c'est notre ADN. Alors vous prenez dans ce livre un nouvel État stratège, une position très différente de l'État planificateur, nationalisateur. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'un État stratège aujourd'hui et qu'est-ce que peut faire l'État dans une économie mondialisée? Donc il doit d'abord avoir un rôle pédagogique majeur, expliquer aux Français qui n'ont toujours pas compris ce que c'était que la mondialisation. La mondialisation a apporté des choses extraordinaires, par exemple la variété des produits. Moi, j'ai eu, dans les fonctions que j'ai occupées, une mission qui était d'aller en Allemagne de l'Est au moment de l'unification pour essayer de comprendre les conséquences pour la France, une mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard. Eh bien, ils n'avaient qu'une seule voiture, c'était la Trabant, qui ne marchait pas. Alors pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de concurrence d'un côté et que de l'autre côté, tous les autres modèles étaient interdits. Donc, ce modèle-là a échoué. Ce que la mondialisation apporte aujourd'hui, c'est le choix. Mais le choix, il n'est pas gratuit. Vous ne pouvez pas, je donne cet exemple dans le livre, vous ne pouvez pas être, par exemple, vous avez une boutique qui fabrique des t-shirts, qui vend des t-shirts fabriqués au Bangladesh, vous passez vos vacances en Floride et votre voiture est faite, par exemple, en Corée. Il ne faudra pas vous étonner si vos enfants ont du mal à trouver du boulot, si votre retraite est menacée, tout simplement parce que dans notre consommation de tous les jours, d'une certaine façon, nous assurons la survie de notre modèle social. Et nous n'en sommes absolument pas conscients. Donc le consommateur est une chose, mais les bénéficiaires des allocations de toute nature que nous recevons en est un autre. Et l'optimum du consommateur n'est pas l'optimum de l'homme. Donc nous devons dépasser ça. Et ça, les Français doivent en prendre conscience. Et je dirais la même chose pour les entreprises. Mais le Français doit prendre également conscience que nous ne pouvons plus rêver de filières nationales comme nous en rêvions autrefois, que les filières sont mondialisées, qu'on peut parler de systèmes de valeur ajoutée mondiaux. Alors que peut l'État et que doit faire l'État? Eh bien, je vais vous donner
le raisonnement que je viens de vous tenir pour les agents économiques particuliers, il y a un autre raisonnement tout à fait clair pour les entreprises, sont ce que je décris dans le livre, les alliances. Il y a un exemple extraordinaire de succès dont on ne parle jamais, c'est l'alliance entre une entreprise, à l'époque, une entreprise publique qui fabriquait les moteurs, qui était la SNECMA, et le premier groupe industriel américain qui s'appelait General Electric. Mais le bénir, le soutenir, c'est le symbole de la réussite industrielle américaine à l'époque, et encore aujourd'hui évidemment, General Electric. Et de l'autre côté, vous avez une entreprise nationalisée française. Elle crée une société à 50-50, il y a 30 ans. Cette société est un succès absolu. Aujourd'hui, nous sommes parmi les premiers producteurs mondiaux de moteurs d'avion. Donc ce que doit faire l'État, plutôt que de se replier derrière une ligne Maginot et de ne privilégier que des opérations françaises, précisément, il doit soutenir les entreprises dans leur internationalisation quand elle est intelligente. On pourrait prendre l'exemple d'EDF avec son partenaire chinois. Même chose d'ailleurs, GDF Suez, à l'époque c'était la Lyonnaise des Eaux, a trouvé aussi un partenaire pour se développer en Chine. C'est ça. Donc, pas seulement soutenir des entreprises, mais éventuellement soutenir des alliances mais dans, bien ce entendu, monde, mais bien entendu. dans ce monde internationalisé, mais avec des entreprises étrangères. Mais écoutez, en matière militaire, est-ce que vous croyez qu'on gagne la guerre sans alliés? Eh bien, la mondialisation, c'est une transposition du concept stratégique militaire au concept commercial, et donc on a besoin d'alliés pour gagner. Alors, puisque vous faisiez référence aux militaires, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Vous dites, comme le disent les stratèges militaires, que le rôle de la stratégie, c'est aussi d'assurer la cohérence. Alors vous dites la cohérence entre la stratégie financière, la stratégie industrielle et la stratégie environnementale. Il faut assurer cette cohérence. Est-ce que vous pourriez nous prendre un exemple où l'État, justement, n'est pas cohérent dans son action? L'exemple le plus spectaculaire est celui du diesel. Nous avons un système ou un outil de production du raffinage qui fabrique de l'essence. Et nous donnons et nous encourageons progressivement et de plus en plus les consommateurs à acheter des véhicules qui roulent au diesel, moyennant quoi nous fermons les raffineries. Or, ces raffineries qui servaient à faire de l'essence n'avaient d'autre possibilité que d'exporter le produit raffiné, et elles l'exportent dans des conditions de plus en plus difficiles, et donc on les ferme. Alors, est-ce que ça veut dire... Le chiffre, il est spectaculaire. Nous étions excédentaires pour les produits raffinés il y a 20 ans. Nous avons un déficit de 18 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est une absurdité. Et c'est d'autant plus une absurdité que sur le plan environnemental, il est établi depuis longtemps que l'émission de particules est mauvaise pour la santé. Alors restons sur l'idée de cohérence. Et puis puisque vous avez pris l'exemple de l'automobile, prenons l'exemple en Allemagne. Pour développer une industrie allemande forte, l'État allemand, me semble-t-il, a été extrêmement cohérent. Les autoroutes, la possibilité de rouler très très vite sur les autoroutes, très peu de radars, des facilités fiscales pour les entreprises pour offrir des voitures de fonction aux cadres sans trop les taxer. Est-ce que c'est ça l'État cohérent? Eh bien, en tout état de cause, cette politique a réussi, puisque le premier poste exportateur de l'Allemagne, ce ne sont plus les machines, ce sont les voitures. Et ce sont des dizaines de milliards d'euros d'exportation et une progression, malgré la chute des marchés en Europe, une progression très forte de la production allemande. Donc évidemment que c'est parfaitement cohérent. Ce qui n'est pas cohérent, c'est de mener la politique exactement inverse, qui est celle que nous menons en France, et ensuite de se plaindre des difficultés de l'industrie automobile. Ça, c'est totalement incohérent. Alors prenons un autre angle qui est celui de la stratégie financière. Et sur l'incohérence de l'État, vous avez baptisé la décennie 2000-2010. D'ailleurs, je vous poserai la question pourquoi vous arrêtez en 2010. La décennie des cadeaux fiscaux. Des cadeaux fiscaux qui n'ont servi à rien? Absolument. C'est-à-dire que la stratégie qui a été menée à l'époque partait sur une idée fausse. Si vous donnez de l'argent aux entreprises, et si vous donnez sur le plan fiscal, et si vous donnez de l'argent aux ménages pour les catégories les plus élevées, ça sera bon pour tout le monde. C'est la fameuse théorie américaine du ruissellement. Ça a complètement échoué, puisque ces 10 années ont été des années, j'ai pris une décennie parce que ça faisait 10 ans, et parce que le gouvernement, en 2011, avait été bien obligé de se rendre compte de son erreur et d'inverser la manœuvre. Mais donc, c'est une stratégie qui a échoué. On n'attire pas les entrepreneurs, on n'incite pas les entrepreneurs par la compétitivité fiscale? Je crois qu'on doit avoir
une cohérence dans le raisonnement, c'est-à-dire que les aides ou les avantages fiscaux doivent être rigoureusement compatibles avec les objectifs industriels. Ils ne doivent pas être, par exemple, encourager les investissements à l'étranger, encourager l'endettement international en déduisant les intérêts, fermer les yeux sur les prix de transfert, etc. etc. Donc, l'argent qui est envoyé, il doit être ciblé. Alors, 15 ans d'allègements fiscaux divers, du gouvernement Jospin jusqu'à 2000. Hein, le tournant est en 2000, mais à l'époque, ce que dit à juste titre Laurent Fabius, c'est que ce sont des baisses d'impôts sur la consommation et sur les revenus qui sont socialement équilibrées, ce qui ne sera pas le cas à partir de 2002. On a beaucoup stimulé la consommation en France, effectivement. Oui, absolument, oui, oui. Plutôt qu'avoir une politique de l'offre. La politique de l'offre, elle a été menée dans les années 80, quand on a restructuré l'outil industriel, ce qui a provoqué, il suffit de regarder les chiffres, un redressement des marges des entreprises et un rétablissement de la position extérieure de la France. Alors, au regard de cette décennie d'allègement de la charge fiscale, quel regard vous portez sur le paquet fiscal de la période 2012-2013 depuis l'élection de François Hollande? Il a eu raison. C'était la crédibilité de la France qui était en jeu, c'était notre situation financière extérieure, et c'était surtout pouvoir parler au sein du Conseil européen, ne pas être relégué en deuxième division. Donc à partir du moment où il a donné cette indication extrêmement claire, ça a joué un rôle majeur au sommet, ce que je raconte d'ailleurs, au sommet de juin 2012, qui va être le point de départ du sauvetage de l'euro et du rétablissement dans tous les pays de la zone euro de leur crédibilité financière. Vous n'avez qu'à regarder l'évolution des taux d'intérêt à long terme de tous ces pays-là. Mais la dette de la France, est-ce vraiment un problème? Vous le dites vous-même, les Français sont très riches. Quand on parle de la dette de la France, on parle de la dette publique. Oui, parce qu'en face de cette dette publique, il y a des actifs financiers et immobiliers des Français qui sont les plus importants en Europe. Mais ils n'aiment pas qu'on en parle parce qu'ils ont peur que ça donne des idées au fisc. Mais c'est une réalité. Ceci étant, est-ce que c'est grave? C'est grave si on n'y fait pas attention. Donc le président de la République a eu parfaitement raison de mettre le haut là et d'inverser, non pas la courbe du chômage, mais la courbe de l'endettement. Et donc, le fait et la courbe fiscale en même temps. Pardon, là, et la courbe fiscale en même temps. En tout cas, la répartition de l'effort fiscal, absolument. Donc, il a eu parfaitement raison de faire ça. Et, mais c'est douloureux, c'est impopulaire, mais c'était nécessaire. C'est très facile de baisser les impôts. Alors, tournant en 2012, qui avait en fait commencé un petit peu avant, puisque Nicolas Sarkozy, à la fin de son quinquennat, avait commencé à bien réaugmenter les impôts. À l'automne 2011, la France est en difficulté. Nouveau tournant, aujourd'hui, avec le CICE et le pacte de responsabilité. Quelle est votre position sur ce sujet? Moi, je crois que ce n'est pas le principe qui est en cause, ce sont les modalités. Une politique de l'offre, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit être ciblée. Si ces allègements ne sont pas limités aux basses rémunérations, à ce moment-là, ça sera extrêmement positif. L'erreur des allègements Fillon et de toutes les politiques d'allègement de charges du passé, c'est qu'ils ont été concentrés sur les bas salaires. On favorise systématiquement le travail le moins qualifié en France. Mais et on tire l'économie vers le bas. Mais c'est pas qu'on le... Bon, vous avez raison là-dessus, mais l'essentiel, c'est que ça n'a aucun effet incitatif. Ce sont des effets d'aubaine purs et simples. Si vous baissez les salaires, le coût salarial au profit d'un grand distributeur des caissières, par exemple, ça ne changera rien et il n'y aura pas un emploi de créé, mais ça augmentera les marges du distributeur. Donc vous n'êtes pas contre l'incitation fiscale, contre les incitations fiscales, mais elle doit être ciblée. Vous n'êtes pas contre la réduction du poids des charges sociales en France, mais ça doit être ciblé et éviter les effets d'aubaine. Alors ça doit évidemment éviter les effets d'aubaine, donc être ciblé, et les contreparties, et j'ai évoqué ça aujourd'hui dans un article sur le site d'AB2000 et dans le cercle des Échos. Les contreparties, ce n'est pas les créations d'emplois, car aucun chef d'entreprise ne peut s'engager à l'avance sur des créations d'emplois. Ce qui fait les créations d'emplois sont les clients. Mais ce qui est clair, c'est que les entreprises doivent s'engager, en tout cas, à réduire les délais de paiement, qui sont une plaie de l'économie française et qui est une des grandes différences avec l'Allemagne. Donc les dépaiements sont insupportables et doivent avoir un effet incitatif sur les relocalisations. Moi, si j'étais là-bas, je leur dirais sur les 10 milliards en plus du CICE, gardez 1 milliard pour aider les relocalisations.
Alors justement, ça me permet de passer aux questions de stratégie dans le domaine du système productif. Vous dénoncez dans votre livre une France qui est passée d'un interventionnisme excessif colbertiste, on a l'habitude de dire Le Colbert, colbertiste, oui, bien sûr, oui. au laisser-faire financier. Vous dites d'ailleurs, d'une façon symbolique, on est passé de Colbert à Jean-Marie Messier. Bon, c'est une formule, C'est une formule, bien vous sûr. avez bien entendu, mais quand on regarde le comportement des entreprises françaises à partir de 1995, leurs marges ont été extraordinairement reconstituées, et donc elles vont se lancer à la conquête du monde par des acquisitions désordonnées à l'étranger, qui se termineront désordonnées, qui se termineront par des Donc catastrophes. les difficultés une certaine difficulté que peuvent connaître le système productif français, ce n'est pas la faute à l'État, c'est la faute des stratégies sous l'égide Je pense que d'une idéologie financière, en quelque sorte. Je pense, pas uniquement financière, mais vous avez des entreprises françaises qui réussissent magnifiquement et d'autres, même à l'intérieur du secteur de l'automobile, Michelin va très bien, Peugeot allait très mal. Bon, leur environnement est le même. Donc il y en a un qui a réussi sa stratégie, l'autre qui a échoué. C'est tout. Donc mettre ça, c'est trop facile de dire que c'est de la faute de l'État et c'est une fausse solution. Alors, quel retour de l'État On a parlé tout à l'heure de l'automobile et de la mondialisation. L'État qui fait alliance avec Peugeot et le chinois Dongfeng, est-ce que c'est un bon exemple, selon vous, du nouvel État stratège que vous prenez? Eh bien oui, je trouve que c'est un très très bon exemple. D'abord, dans le livre, je développe un concept, alors que les téléspectateurs et les habitués de Xerfi Canal prendront avec humour. J'appelle ça le public equity, par comparaison avec le private equity. Oui, l'État, avec des fonds publics, peut jouer ce rôle-là. Et c'est ce qu'il va faire dans le cadre de Peugeot. Alors pourquoi est-ce qu'il est obligé de le faire? Parce que la stratégie de Peugeot a échoué. Or, pour avoir une modification radicale de la stratégie de Peugeot, il fallait changer le management et l'actionnariat. Donc, en cas de difficulté de ce type, l'État doit intervenir. Il doit être actif, mais il a été, prendre par le exemple, contrôle. Mais il a été dans le contrôle. D'abord, de toute façon, la question n'est pas de savoir s'il a le contrôle ou pas le contrôle. La question, c'est que le management doit être indépendant, libre et rendre des comptes, qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou d'une entreprise publique. C'est d'ailleurs, dans les années 80, je n'avais pas eu besoin de le convaincre, ce que le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait imposé. Bon. Donc, ce n'est pas la question de savoir, l'État n'a absolument pas comme vocation de diriger les entreprises. Ce sont les managers, les gens qui sont nommés pour leurs compétences, qui doivent le faire. L'État doit regarder et approuver ou non s'il est actionnaire la stratégie. Dans le cas de l'alliance avec Dongfeng, il fallait un renversement actionnarial pour qu'une nouvelle stratégie soit mise en place. Le fait de s'allier avec le producteur associé en Chine, qui est le premier marché mondial, est une excellente idée. Donc il n'y a pas de doute sur le sens et sur la qualité de cette intervention. Donc on va terminer sur cet exemple, Alain Boublil, un exemple où intervient le nouvel État stratège qui favorise les stratégies d'alliance dans la mondialisation. Alain Boublil, je vous remercie. Merci.